Si vous habitiez en Corée du Nord, vous auriez une connaissance très limitée de ce qu'est Internet et vous vivriez dans un endroit où oser écouter une radio étrangère relève de la peine de prison. Aujourd'hui, on se penche sur l'utilisation des médias dans un pays considéré comme le plus fermé au monde. Alors vous le savez sûrement, la censure en Corée du Nord, c'est l'une des plus extrêmes au monde et le gouvernement contrôle strictement toutes sortes de communications de son peuple. Le moindre média est détenu et contrôlé par le régime nord-coréen et quasiment tous les contenus des journaux, de la radio, des magazines, des émissions télé du pays proviennent de l'agence centrale de presse nord-coréenne, abrégée KCNA, qui se concentre en grande majorité sur les déclarations et les activités de la dynastie des Kim, la famille leader du pays. La KCNA existe depuis décembre 1946, a son siège dans la capitale Pyongyang et publie des contenus en coréen mais également en plusieurs autres langues, comme par exemple en chinois, en anglais ou même en espagnol. Considéré comme le média le plus influent de Corée du Nord, ce qui est assez facile parce que c'est en fait quasiment le seul, ces messages s'adressent à la fois aux étrangers et aux presque 26 millions d'habitants du pays. La moindre photo publique, la moindre information disponible en Corée du Nord a pour source la KCNA. Depuis le 1er janvier 2011, le site propose également des vidéos et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la chaîne Korea Central TV en direct live sur leur site KCNA Watch. Et c'est bizarre. Hors Corée du Nord, on s'aperçoit très vite que la KCNA diffuse en grande partie de la propagande nord-coréenne et surtout pro-Kim, et tous les moyens sont bons pour le gouvernement de manipuler son peuple. D'abord, on a les journaux et les magazines qui n'ont pas changé des masses en 70 ans. Il y a grosso modo une dizaine de journaux en Corée du Nord, dont 3 principaux chargés de fournir de l'information hyper flatteuse pour le régime. Bon, partez du principe que chacun des médias diffuse des messages pro-gouvernement H24, sinon ils auraient tout simplement pas le droit d'exister. Parmi ces journaux, on a le journal du Parti des Travailleurs, celui de l'armée qui est produit par le ministère de la Sécurité d'État, ou encore le Minju Chosun, le journal principal du cabinet du pays, plus axé loi et questions politiques en général. Côté magazine, il en existe entre 70 et 80, et là aussi la plupart sont des magazines officiels publiés par des organismes publics spécialisés. Et ils sont tous censurés, contrairement aux sponsors de cette vidéo. Ok, ça c'est le brief que Infomaniac m'a envoyé pour mettre en avant leur service. Et si je le déchire devant vous, c'est parce que je suis client chez eux depuis 3 ans, que j'utilise leur offre quotidiennement et que je connais parfaitement ce qu'ils font. Merci à Infomaniac de sponsoriser cette vidéo. Infomaniac, c'est une alternative aux géants du web qui propose des services abordables, respectueux de la vie privée, de l'environnement et de l'économie locale. Par exemple, ils proposent K-Drive, un système de stockage de fichiers dans le cloud qu'on utilise tous les jours pour produire les vidéos de cette chaîne. Vous pouvez stocker vos fichiers, les partager avec votre équipe, le tout géré par une équipe solide basée en Suisse qui ne fait aucune analyse ou revente de données. Si vous avez besoin d'aller plus loin, que ce soit avec du mail, du calendar ou de la visioconférence, Infomaniac propose tout un écosystème interopérable pour travailler en toute sécurité et ça fait vraiment du bien. Vous pouvez profiter de 15 Go gratuits sur K-Drive et 20 Go gratuits sur l'adresse mail sans compromettre votre vie privée avec mon lien en description et nous on continue notre histoire. Que ce soit pour les journaux ou pour les magazines, on évite de créer des doublons. Afin que le régime adresse un seul message cohérent à son peuple, il existe souvent qu'un seul magazine ou journal par thème ou domaine. En publier plus serait considéré comme un gâchis de ressources et potentiellement comme de la concurrence au gouvernement. Soit en passant, le gouvernement qui se ferait de la concurrence à lui-même, ce qui est un sacré bordel, mais bon. On a donc un seul magazine qui parle de médecine, un autre d'automobile, un troisième d'agriculture, etc., etc. Certains sont publiés dans d'autres langues qu'en coréen et tous ont un but commun, dépeindre une image de la Corée du Nord en tant que pays supérieur aux autres pays du monde, en particulier au système capitaliste comme celui des États-Unis. La KCNA n'hésite d'ailleurs pas à propager des fausses informations si celles-ci permettent de montrer une vision fabriquée des exploits du gouvernement en insistant sur les succès de son programme spatial ou la différence de niveau de vie avec les méchants capitalistes américains. D'ailleurs, si un jour vous devez vous rendre en Corée du Nord, bon, ce qui est peu probable, mais enfin écoutez-moi, comptez pas trop sur le fait de pouvoir vous mater des films Marvel pendant vos 12 heures d'avion, parce qu'à la place de ça, dans la compagnie aérienne nord-coréenne, vous aurez uniquement droit à un journal du pays à la gloire du chef. En général, les journaux du pays veulent montrer au peuple une économie qui se porte parfaitement bien, que leur leader est imbattable et pourrait écraser n'importe quel pays du monde, et sortent souvent des sondages sur le bien-être et le confort de vie de ses habitants. Bien entendu, ce genre de contenu montre une vision ultra positive du gouvernement qui lui permet donc de contrôler son peuple sans trop d'efforts. Via les médias, les Nord-Coréens sont constamment abreuvés d'images d'appartements modernes et luxueux, d'hôpitaux flambant neufs, de salles de classe à la pointe de la technologie ou encore de fermes hyper mécanisées. Sauf qu'il y a un énorme contraste entre ce que le gouvernement veut présenter et la réalité. Dans les campagnes, c'est pas rare qu'il y ait des coupures d'électricité impromptues ou carrément la majorité du temps en hiver, des mecs de 70 ans qui bossent dans les champs avec des tracteurs qui datent des années 60, des cliniques médicales totalement délabrées ou des coupures totales d'eau dans les écoles. Vous l'aurez compris, à travers les médias, le régime n'a qu'un seul but, tout faire pour faire penser à son peuple et aux étrangers que la situation des Nord-Coréens est bonne et surtout qu'elle est à envier.
oublier. Un slogan qui revient d'ailleurs souvent sur les affiches, à la radio nationale ou dans les chants patriotiques, c'est « Nous n'avons rien à envier au monde ». On leur matraque tellement cette idéologie que même les Nord-Coréens ne savent pas exactement ce qui se passe dans leur propre pays. Dans la capitale, la propagande démarre dès le réveil. Chaque matin, des groupes de femmes au foyer vont se poster sur les grandes places publiques afin de danser au rythme d'une musique digne d'un opening d'animé japonais. Tout ça bénévolement avec pour but d'encourager les travailleurs et travailleuses à travers de chants patriotiques. Ouais, je vais à la mine. Me voilà bien hypé. PogChamp dans le chat. Un subtil rappel qui devraient tous être en train de bosser pour la gloire de leur pays. Mais la capitale, c'est une ville fermée, inaccessible à la majorité des Nord-Coréens, une ville de privilégiés où siège le gouvernement, ses proches, ainsi que les personnes qui ont le plus de moyens. Mais alors, comment s'assurer que le reste des habitants du pays soient bien abreuvés des discours pro-Kim ? C'est là que la radio et la télévision nord-coréenne entrent en jeu. Et vous allez voir, c'est hyper spécial. La radio est le principal moyen de communication en Corée du Nord. Toutes les stations sont soumises ici aussi au contrôle strict du régime et ne diffusent jamais de publicité. Certaines peuvent parfois diffuser des programmes régionaux dans l'après-midi, mais elles relaient en général seulement le programme principal qui vient de la capitale. La radio est divisée en 5 organismes et passe en boucle dans les villes et villages du pays dès 6h du matin pour diffuser propagande et musique du régime. Le réseau principal du pays, le plus complet, c'est la Korean Central Broadcasting Station ou KCBS. Il existe également une station internationale appelée La Voix de la Corée, une radio multilingue destinée à un public du monde entier qui diffuse en anglais, en chinois, mais aussi en arabe, en espagnol et même en français. Non mais imaginez, vous rentrez dans votre voiture nord-coréenne pour aller à votre travail nord-coréen et au lieu d'allumer, je sais pas moi, Énergie à 9h du mat et d'avoir Koé, vous avez ça. Les postes de radio disponibles à l'achat en Corée du Nord sont préconfigurés pour ne recevoir que les fréquences du gouvernement et sont scellés pour empêcher la moindre modification. D'ailleurs, c'est parfaitement illégal pour les Nord-Coréens d'écouter autre chose que la radio contrôlée par l'État. Vous vous doutez bien que celles et ceux qui oseraient altérer leur équipement pour capter des fréquences radio étrangères risquent des peines vraiment hardcore. Le gouvernement a même mis en place un brouillage sonore afin de perturber les émissions de radio qui pourraient provenir de Corée du Sud. Malgré tout, ça reste de la tech et pour les personnes qui bidouillent un peu, il n'est pas impossible de traficoter leur poste pour capter autre chose que la propagande du régime. Parce que bien sûr, la teneur des messages gouvernementaux diffusés par la radio est grosso modo la même que celle dans les journaux, dans les magazines, à la télévision. On vous présentera toujours une image idéalisée du gouvernement des Kim sans jamais aucune nuance. Et ils y tiennent à leur propagande. La localisation des émetteurs en Corée du Nord est un secret d'État, ce qui rend difficile une collecte d'informations vraiment précises sur leur système de radio. Dites-vous que même les gens un peu rebelles qui voudraient pas entendre ça toute la journée, ils sont obligés. Parce qu'il y a un vaste réseau de haut-parleurs qui a été installé dans les rues de nombreuses villes du pays et il existe même des camions équipés de haut-parleurs pour diffuser ces messages. Mais ça va encore plus loin. Depuis les années 50, sur le mur de chaque maison du pays ou presque se trouve un objet fourni par l'État, un récepteur dédié au Third Network, un troisième réseau radio secret du pays chargé de relayer les informations et propagandes quotidiennes directement dans vos petites oreilles. C'est des Korean AirPods. C'est ma blague, je l'assume. Mais c'est pas très drôle. Ce réseau à une seule fréquence est obligatoirement présent dans chaque habitation ou à minima dans chaque immeuble. Il a été conçu pour atteindre les foyers du pays de manière presque omniprésente et il ressemble au réseau de diffusion fermé qui existait dans certaines nations du bloc soviétique à l'époque. Ce troisième réseau offre un moyen pour le régime de communiquer directement avec ses citoyens sur des questions plus sensibles d'une manière difficile à intercepter par les nations ennemies. Ça peut inclure la critique d'actions contraires à la loi, comme par exemple la consommation de médias étrangers, et ça veut dire que ça peut très vite devenir ultra personnel. Certains citoyens ayant réussi à quitter le pays ont ainsi indiqué que le gouvernement n'a aucun scrupule à donner publiquement les noms des citoyens qui enfreignent les lois, même les plus minimes. Ça crée forcément un sentiment de honte pour le citoyen en question et pour sa famille et encourage le peuple à se tenir droit. À la base, le système sert à alerter la population d'événements majeurs, comme par exemple le maréchal qui se rend dans votre village à telle date et à telle heure. Et bien sûr, vous êtes absolument tenu de vous y rendre. Vous vous doutez bien que c'est pas optionnel. Le troisième réseau joue un rôle clé dans l'endoctrinement et la communication du gouvernement avec son peuple et il est surtout utilisé pour maintenir le contrôle sur l'information et la pensée des citoyens même dans les régions les plus reculées du pays. Et surtout, il est difficile voire impossible à éteindre. Déjà, ces petits boîtiers vieillots fixés au mur ressemblent à des radios mais n'ont ni cadran ni bouton off, mais par contre, il y a un bouton pour le volume, donc le seul truc à faire quand on a marre d'écouter de la propagande quand t'es en train de cuisiner, c'est de baisser le son. En soi, ça ressemble plus à des haut-parleurs qu'à des radios, mais ça veut tout de même dire que tu t'es fait réveiller chaque matin aux aurores par l'hymne national
nationale au sein même de ton appart. Grosse ambiance. Bon, pour être tout à fait honnête, ce truc de la radio que tu peux pas éteindre, c'est controversé et tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Et c'est là où c'est très vicieux. Parce qu'en soi, qu'est-ce qui les empêche de débrancher la prise, par exemple? Mais dans le pays, chaque Nord-Coréen et surtout les guides diront que tu ne peux pas éteindre le système. Mais c'est ça qui est marrant, c'est ne peut pas ou ne doit pas. C'est là toute la nuance. Même si les auditeurs pouvaient éteindre physiquement le boîtier qui diffuse le troisième réseau, il n'empêche que le régime ne pense pas qu'il devrait le faire. Est-ce que c'est une erreur de traduction ou le reflet de l'endoctrinement d'un peuple qui ne peut même pas penser à l'idée de contredire son leader? Ceci étant dit, ce réseau des années 50 a perdu de l'importance ces dernières années en raison de problèmes constants d'électricité dans le pays. Des réfugiés ont récemment déclaré qu'ils avaient vu le système tomber en désuétude et que dans de nombreux cas, le signal était vraiment faible et difficile à écouter, voire inexistant. En 2021, cependant, Kim Jong-un a appelé à l'amélioration de ce troisième réseau dans tout le pays qu'il appelle diffusion par câble. Alors sa raison officielle, c'est mettre à niveau la technologie et fournir des conditions optimales pour que les habitants les plus isolés puissent profiter d'une meilleure vie culturelle et émotionnelle. C'est presque beau. Une déclaration survenue à un moment où le pays avait entamé une nouvelle chasse aux médias étrangers. Cette déclaration portait également sur la télévision en Corée du Nord. Elle aussi est strictement contrôlée par le gouvernement. Grosse surprise, une seule chaîne est disponible dans la plupart des régions du pays, sauf dans la capitale Pyongyang qui en compte 4. Korean Central Television, Mansudae Television, Hanyangsan Television et depuis 2015, Athletic Television. Elles sont toutes la propriété de l'État et contrôlées par le département de la propagande et de l'agitation du Parti des travailleurs du pays. Et ça déconne zéro, hein, c'est vraiment le nom de l'endroit qui gère ça. Les émissions doivent bien évidemment être approuvées par le gouvernement avant d'être diffusées et beaucoup de messages à double sens visant à maintenir le contrôle sur la population s'y cachent. Par exemple, un message gouvernemental est déjà passé à la télé pour suggérer qu'un bon citoyen nord-coréen ne devrait manger que 2 repas par jour pour rester en bonne santé, dissimulant ainsi la pénurie alimentaire et la famine des coins les plus reculés du pays. Autre fait marquant, la mort de Kim Jong-il en 2011 n'a été annoncée au peuple que 48 heures après son décès, ce qui met encore une fois en évidence le contrôle étroit exercé par le régime sur l'information diffusée à la télévision. La chaîne nationale, KCTV, propose une grille de programmes couvrant 12 heures par jour, composée de feuilletons, de propagande, d'événements et des déplacements du dirigeant. Elle est créée en 1953, juste après la fin de la guerre de Corée, sous Kim Il-sung, qui s'est dit que son peuple était prêt à accueillir ce nouveau média. Mais ces émissions démarrent officiellement en 1963 et sont diffusées à cette époque sur un créneau de 2 heures en semaine, entre 19h et 21h. Dans de nombreux villages du pays, c'est encore la seule chaîne disponible sur les télévisions. Chaque matin, à 9h, la diffusion commence par l'hymne national et le drapeau. Alors eux, ils sont cool, hein, avec eux, on peut dormir 3 heures de plus qu'avec la radio. En cas d'événement spécial comme une parade militaire ou une visite du maréchal à l'étranger, la programmation peut être amenée à changer. Parmi les autres chaînes, l'une est axée sur le divertissement et diffuse parfois des films étrangers sélectionnés avec soin et doublés en coréen, des films de pays alliés comme la Russie ou la Chine. Une autre chaîne a un but d'éducation et vise les étudiants, tandis que la dernière est dédiée au sport. Toutes ces chaînes secondaires, lol, on dirait des youtubeurs à me dire, toutes ces chaînes secondaires ne diffusent que quelques heures par jour à cause des problèmes d'électricité du pays. Mais le gros morceau en Corée du Nord, c'est Internet. Enfin, Internet, vous allez voir. Non, parce qu'autant vous dire que si vous êtes actuellement en Corée du Nord, que vous allez sur youtube.com/hardis pour vous abonner parce que vous dites waouh, le gars est insane en fait, en plus il a bientôt 500 000 abonnés, ce serait trop fou s'il le faisait cette année ou quoi. Bon, bah déjà non, le site ne fonctionne pas là-bas et en plus vous allez finir en GAV instantanément. En 2016, une erreur de manipulation par un informaticien nord-coréen a accidentellement rendu accessibles tous les sites web hébergés par le régime. Et autant vous dire que c'était pas beaucoup. Cette faille a été découverte par un expert en sécurité sur GitHub, lui permettant d'accéder à l'ensemble des sites dont l'adresse se termine par .kp, l'équivalent nord-coréen du .fr français. Il y avait seulement 28 sites internet au total, caractérisés par un design ultra simple et minimaliste, une vraie vibe Windows XP. Parmi ces sites, on trouvait des plateformes de propagande bien connues, comme le site officiel du journal Rodong Shimun, le quotidien des travailleurs, celui de la radio La Voix de la Corée, ou encore une version modifiée du navigateur Firefox appelé Naenara, soit Mon Pays en coréen. On retrouvait également d'autres sites divers, genre un site de recettes de cuisine, une plateforme d'achat de billets d'avion, ou encore le portail de l'université Kim Il-sung. En plus de ces 28 sites, il y en avait également quelques autres de propagande destinée à un public étranger. Ces sites sont d'ailleurs encore accessibles, parfois après un temps de chargement assez long. Et si vous voulez y faire un tour d'ailleurs, un commentaire épinglé sur Reddit résume le tout. Petite anecdote très drôle et un peu ridicule, sur certains sites on retrouve le nom de Kim Jong-un en gras et écrit un peu plus gros que le reste du texte. Ce qui confirme une ancienne hypothèse de la BBC selon laquelle un bout de script serait inclus à chaque site pour venir mettre en évidence le nom du chef du régime nord-coréen. Mais
le vrai Internet mondial alors? Il y a bien des gens qui y ont accès dans ce pays, non? Pour les étrangers, l'accès à Internet en Corée du Nord est possible, bien que les canaux exacts pour y accéder ne soient pas vraiment connus. Plusieurs fournisseurs permettent aux étrangers de se connecter à Internet et il paraît que le service fonctionne relativement bien. En revanche, en ce qui concerne la population nord-coréenne, c'est pas du tout le même délire. L'accès est strictement restreint aux citoyens, à l'exception d'une minorité de privilégiés, notamment une douzaine de familles proches du dirigeant Kim Jong-un qui peuvent profiter d'une connexion relativement libre. Mais ce nombre reste très restreint, avec moins de 1000 personnes ayant un accès Internet complet. Si on compte les adresses IP disponibles, c'est-à-dire les adresses qui donnent accès aux ordinateurs au réseau, on compte en Corée du Nord une adresse IP pour 25 000 habitants, alors que quelques kilomètres plus loin, en Corée du Sud, c'est 2 adresses IP par habitant. À part eux, quelques milliers de personnes, notamment des fonctionnaires gouvernementaux, des chercheurs et des étudiants en informatique, ont accès à une version d'Internet lourdement surveillée. Seuls certains lieux officiels, comme les universités, les bibliothèques et les bureaux gouvernementaux, sont autorisés à fournir un accès limité à Internet. La surveillance y est omniprésente, avec un superviseur constamment présent pour surveiller ce que vous faites en ligne, et l'écran de l'ordinateur se fige automatiquement toutes les 5 minutes, et le superviseur doit s'identifier à l'aide de son empreinte digitale pour autoriser une utilisation prolongée. Les sessions Internet sont limitées à 1 heure et toute extension de cette durée nécessite une autorisation officielle des autorités. Un processus qui peut prendre jusqu'à 2 jours. Et si on demande trop de dérogations, on nous fait attendre encore plus longtemps pour les obtenir, histoire de nous faire comprendre qu'on n'agit pas comme le régime le souhaiterait. Les sites web nord-coréens sont fortement filtrés et seuls quelques sites en chinois ou en anglais sont disponibles. Et bien sûr, tous les sites sud-coréens sont bloqués, faudrait pas pousser. Parfois, certains nord-coréens peuvent accéder à Internet tel qu'on le connaît lorsqu'ils voyagent à l'étranger pour des raisons professionnelles. Certaines personnes viennent carrément jusqu'à la capitale pour utiliser Internet dans le cadre de recherche par exemple, sauf qu'elles aussi ont un accès limité. Et c'est con de faire le voyage pour un article précis de recherche médicale et d'avoir au final accès qu'à son titre et à son auteur. C'est une histoire véridique. Les seules personnes qui font exception à ces règles sont les propagandistes qui ont besoin justement de cet accès pour mettre au point leur message, mais aussi les hackers de Corée du Nord qui ont déjà fait leurs preuves en attaquant régulièrement des sites sud-coréens. Les étudiants du pays sont en général autorisés à utiliser un Internet un peu moins filtré, mais ils doivent déclarer la raison de leur utilisation. Ils n'ont pas d'adresse mail personnelle, pas de réseaux sociaux et utilisent Internet principalement à des fins académiques. On leur fournit la même vitesse et le même accès plus libre que leurs profs étrangers, mais ils sont surveillés tout au long de leur navigation. Chaque email envoyé par un étudiant doit être relu et approuvé par un des vice-présidents de l'université avant de pouvoir être envoyé. C'est du délire. La compréhension d'Internet en Corée du Nord est limitée, même parmi les élites. De nombreux Nord-Coréens n'ont qu'une connaissance théorique d'Internet sans savoir comment ça fonctionne réellement. Un réfugié a d'ailleurs dit que tout ce qu'il savait, c'était juste parce qu'il avait dû réviser pour un examen, et un autre ne comprenait même pas le concept de Wi-Fi. What the fuck is this piece of shit? Ils connaissent de nom Bill Gates ou Mark Zuckerberg, mais il y a fort à parier qu'ils n'ont jamais entendu parler de Google. Ils voient surtout Internet comme quelque chose d'utilitaire qu'on peut utiliser pour le commerce et pas du tout comme quelque chose de social, qui serait fait pour avoir des interactions avec le monde. S'ils n'ont pas un accès libre à Internet, les Nord-Coréens ont autre chose, un réseau interne national appelé, et excusez-moi pour cette prononciation catastrophique, Hwanghaemyeong, que l'on peut traduire par brillant, un peu comme un réseau intranet d'entreprise. Il est physiquement isolé du reste du monde, donc pas accessible via Internet, et ne peut donc pas être piraté et est étroitement contrôlé par le gouvernement. Il permet de connecter les universités, les entreprises et diverses branches du gouvernement. Il existe aussi des messageries, mais là aussi c'est surveillé de très près et le contenu disponible a tellement de restrictions que c'est pas comme Internet. Pas besoin d'avoir quelqu'un à côté qui contrôle sur quelle page tu vas. C'est une version fermée d'Internet, elle aussi contrôlée par la censure, accessible plus ou moins dans tout le pays, même dans certaines provinces, sauf que la possession d'un ordinateur ayant un coût et nécessitant une autorisation officielle, certains Nord-Coréens n'ont absolument pas accès au réseau. Il existe un nombre limité de sites estimé entre 1000 et 5500, et pour y accéder, des ordinateurs sont accessibles dans les universités, les bureaux gouvernementaux et quelques rares cybercafés. En fait, on dirait vraiment que le pays est resté dans les années 80 et commence à peine à découvrir Internet. Hwanghaemyeong est géré par un unique fournisseur d'accès d'État et utilise le système d'exploitation Red Star, un système d'exploitation basé sur le noyau Linux qui ressemblait à Windows dans ses premières versions avant de doucement ressembler à macOS. C'est un système spécifiquement conçu pour une utilisation en Corée du Nord. Il inclut des outils de navigation super restreints, une suite bureautique basée sur OpenOffice, des lecteurs audio et vidéo et un jeu d'échecs coréen. Le fun? On fait une ranked ou quoi? Sur cet intranet, tout échange de fichiers jugés illégaux par le régime est surveillé. L'antivirus inclus se charge même de marquer les fichiers copiés depuis un média externe. Cette marque unique permet de savoir sur quelles machines ont été présents les fichiers et ainsi de retrouver facilement toutes les personnes ayant accédé à des données non autorisées. Les logiciels installés sont même configurés pour repérer dans les documents des mots ou phrases bien précises jugés comme des critiques envers le régime
afin de les supprimer instantanément. Malgré cette censure incroyable, des copies de Red Star ont réussi à sortir de la Corée du Nord et ont été étudiées à l'étranger. Il y a même des tests qui traînent sur YouTube. Il y a quand même un réfugié qui explique que quand il était en Corée du Nord, il a réussi à jouer discrètement à Dota 3 fois via le réseau avec des étrangers. Il n'a pas tenté de jouer plus que ça parce que si t'es connecté trop longtemps, ton adresse IP se fait repérer et tu te retrouves sur écoute en 2 temps 3 mouvements. Juste parce que t'as lancé 3 games de Dota. Depuis quelques années, on peut accéder à de plus en plus de contenu lié à la Corée du Nord, sur YouTube notamment. La chaîne FangDPRK Daily est une chaîne pro-régime par exemple, mais fait inhabituel, elle est en apparence pas reliée au gouvernement. Il s'agit d'une chaîne ouverte par un particulier qui est devenu un véritable outil de diffusion pour la propagande du régime pro-Kim. La chaîne est super active et permet d'avoir accès à des morceaux de la télévision quotidienne du pays. Un des exemples les plus flagrants de propagande sur cette chaîne est probablement la vidéo du discours d'une représentante du gouvernement qui, en pleine pandémie de Covid, explique à son peuple que c'est à cause de la Corée du Sud que la maladie s'est répandue au Nord. Cette représentante du gouvernement, c'est tout simplement Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un. Devant un public en train de pleurer à chaudes larmes, elle accuse des militants sud-coréens d'avoir fait exprès d'envoyer le virus par des prospectus et des dollars. Et quand elle menace la Corée du Sud de représailles, enfin surtout elle dit qu'ils vont éradiquer les autorités de Corée du Sud, plus personne dans le public ne pleure et tous se mettent à applaudir à l'unisson. Ce discours, c'est d'ailleurs l'occasion d'une fois encore dépeindre une image idéale du maréchal en disant qu'il ne s'est pas reposé un seul instant alors qu'il était malade car il pensait au peuple dont il est responsable et que la victoire sur cette maladie en 91 jours seulement montre la grandeur de la Corée du Nord et la ténacité de son peuple. Oui, parce que le gouvernement nord-coréen a affirmé que la pandémie n'est pas rentrée dans le pays avant mai 2022, alors que nous, on s'était déjà tapé 156 confinements. Et s'il n'y a eu aucun cas officiel déclaré à l'OMS avant cette date, ça n'empêche pas que des médias sud-coréens ont annoncé dès mars 2020 que 180 soldats de Corée du Nord étaient décédés à cause de cette maladie. Et c'est impossible de connaître les vrais chiffres avec ce pays si peu transparent. S'il n'y a pas non plus énormément d'ordinateurs particuliers en Corée du Nord, le réseau de téléphonie mobile y est en revanche relativement développé et l'utilisation de portables est assez répandue, y compris dans les zones rurales. On compte qu'environ 50 à 80% des adultes nord-coréens auraient un téléphone portable. Le réseau mobile est principalement assuré par Koreolink qui offre une connexion 3G dans le pays. Pour s'y abonner, les utilisateurs doivent demander une autorisation et sont ensuite soumis au contrôle et à la surveillance d'au moins 8 ministères et organisations, entre le parti, l'État et l'armée. C'est presque aussi compliqué que quand on devait gérer nos emmerdes avec SFR au bureau. Le réseau ne permet aucun appel international et de temps en temps, les utilisateurs reçoivent des textos de propagande, par exemple pour les informer des apparitions publiques du maréchal. Encore là, on leur envoie des messages. Même à l'époque des arnaqueurs du CPF, là, ils faisaient pas chier à ce point-là. Le gouvernement encourage l'utilisation d'Internet et des téléphones, principalement parce que ça leur permet de toujours plus surveiller les citoyens. En fournissant à son peuple des technologies réseau telles que les téléphones et les tablettes, le gouvernement est en mesure de censurer automatiquement tout contenu non autorisé et d'observer à distance toutes les activités des citoyens sur leurs appareils. Des captures d'écran sont par exemple automatiquement effectuées à des intervalles très rapprochés, généralement de quelques minutes, des photos qu'il est tout bonnement impossible de supprimer. Et la vitesse de connexion est très lente. Cette motivation du régime à ce que les citoyens utilisent leur téléphone n'a pourtant pas toujours été présente. Les téléphones ont été introduits en 2002 dans le pays avant d'être bannis peu de temps après. Entre 2004 et 2008, il existait en effet une interdiction pure des téléphones portables dans le pays. Interdiction mise en place par le pouvoir pour éviter que des sources externes n'atteignent le peuple nord-coréen et que celui-ci rentre en contact avec des cultures étrangères. Les téléphones ont été réintroduits dans le pays en 2008 et en 2013, les étrangers ont eu le droit de conserver avec eux leur téléphone et d'avoir un accès à Internet via un réseau 3G spécifique, réseau auquel seuls quelques Nord-Coréens ont accès. Les deux sont strictement séparés, les étrangers ne peuvent pas appeler les Nord-Coréens et vice-versa. Le gouvernement s'est rendu compte que les téléphones peuvent être des vaisseaux qui véhiculent des informations sur sa manière de diriger le pays, des informations strictement confidentielles, et a donc décidé d'augmenter les mesures de sécurité pour éliminer ces sources, notamment par le renforcement de la sécurité aux frontières où les téléphones ont accès au réseau chinois. Aussi, la Corée du Nord décide en 2013 de sortir son premier téléphone national, le Arirang, qui fonctionne sous Android. Malgré l'insistance de Kim Jong concernant cette fierté nationale, les experts doutent fortement du fait que le smartphone a été créé dans le pays. Les photos rapportées par la KCNA ne présentent aucune manufacture de téléphone, mais seulement des ouvriers soumettant l'Arirang à un contrôle de qualité et le mettant dans son emballage. Ce qui laisse supposer que les terminaux n'auraient pas été fabriqués sur le territoire nord-coréen, mais importés de l'étranger et très probablement de la Chine. Certains analystes avançaient dès 2013 que ce téléphone permettait aux autorités de surveiller de très près les conversations des citoyens, et si vous avez suivi jusqu'ici, on peut dire qu'ils avaient tapé dans le mille. Par exemple, pour éviter que les citoyens aient accès à des médias étrangers, le réseau impose au téléphone des mises à jour obligatoires qui traquent et suppriment automatiquement les fichiers qui ne seraient pas nord-coréens. Quelques années plus tard, en 2017, dans une volonté de développer sa propre flotte multimédia, la Corée du Nord décide de sortir une tablette baptisée
Royoung iPad. Pas de... voilà. Voilà, comme ça c'est clair. Et cette contrefaçon super cheap d'Apple lui a valu un panel de moqueries sur internet. L'objet est validé par le gouvernement et se vante d'être livré avec 40 applications. La tablette est connectée à l'intranet et, tout comme les téléphones, prend très régulièrement des captures d'écran automatiques lorsque vous l'utilisez. Dans ce pays où on encourage la contrefaçon, l'Arirang et ce fake iPad sont le signe d'une évolution économique du pays, certes, mais surtout pas d'une libéralisation politique. Avec des applis comme Mamulsang, leur propre site de commerce en ligne du style d'Amazon, les entreprises du pays peuvent trouver de nouveaux clients pour leurs produits et même mettre en place un système de paiement en ligne. Pour le gouvernement, c'est tout bénef. Ils peuvent développer l'économie du pays tout en contrôlant et en taxant l'ensemble des échanges en ligne. Ces nouvelles technologies permettent au régime de toujours mieux surveiller sa population, leurs achats. Sur leur intranet, ils ont aussi des cookies, sauf que chez eux, les cookies, ce sont de véritables personnes qui espionnent littéralement les citoyens, notamment les classes les plus aisées, qui peuvent se permettre d'acheter ce genre d'objet. Bien sûr, hors de question de développer et de proposer des réseaux sociaux aux Nord-Coréens qui permettraient potentiellement à la population de discuter et de s'organiser hors du contrôle du régime. Vers 2016, toujours dans l'optique d'abreuver le peuple avec des contenus super surveillés et approuvés par le gouvernement, celui-ci présente Mangbang, un système de diffusion de contenu télévisé en Corée du Nord. Mangbang, qu'on pourrait traduire par partout, fonctionne sur un modèle similaire à celui de Netflix et offre un menu qui classe les émissions par genre et par chaîne. Ce boîtier a été pensé pour que les citoyens puissent regarder les chaînes télé et écouter les radios du pays telles que La Voix de la Corée en dehors des horaires habituels. Donc vous attendez pas à y voir Game of Thrones ou le dernier film de Tarantino. Mangbang a été présenté pour la première fois en août 2016 sur KCTV. Il est accessible par le biais d'un décodeur spécifique et n'est accessible que dans certaines grandes villes dont la capitale et encore seulement dans les maisons qui ont le haut débit nécessaire pour le faire fonctionner correctement. Mais il n'y a pas que les chaînes télé sur Mangbang et tout est encore une fois très réfléchi pour mieux contrôler la population. Le gouvernement se dit qu'en proposant un éventail plus large de programmes de divertissement, par exemple des films, du sport et des documentaires, ça pourrait réduire la tentation des Nord-Coréens de rechercher des contenus étrangers non autorisés et garder le contrôle sur ceux qui en ont marre de se bouffer la programmation télé de l'État H24. Mangbang permet cette fois-ci au régime de mieux comprendre les habitudes de visionnage de sa population. Ça inclut la possibilité de savoir qui a regardé le dernier documentaire en date concernant les voyages de Kim Jong-un et qui n'a pas regardé. Pire, ceux qui auraient osé éteindre au plein milieu. Toutes ces technologies permettent au régime de renforcer sa propagande et de projeter l'image d'un pays moderne et développé. Et c'est une démarche qui remporte un certain succès puisque les Nord-Coréens sont plutôt très clients de ces gadgets connectés. Malgré tout, pour 95% de la population, il n'y a ni portable, ni internet, ni intranet. Mais les frontières ne sont plus aussi fermées qu'auparavant. Par exemple, des portables chinois introduits en contrebande permettent de téléphoner à l'international. Les MP3, les DVD, les cartes SD, les clés USB, tous ces supports introduits illégalement sont autant de fenêtres ouvertes vers l'extérieur malgré les risques encourus si on se fait prendre. Et les sanctions sont différentes selon l'origine des contenus. Par exemple, regarder un contenu sud-coréen vous coûtera bien plus cher que de regarder un contenu chinois. Malgré ces risques, beaucoup de Nord-Coréens ont affirmé avoir visionné des vidéos venues de l'étranger et 92% d'entre eux le feraient même au moins une fois par mois. Et forcément, plus la technologie qui permet de consommer les contenus étrangers interdits avance, plus le gouvernement cherche à améliorer ses instruments de contrôle. Depuis que Kim Jong-un est au pouvoir, le blocage des contenus étrangers s'est pourtant intensifié. En 2020, la Corée du Nord a fait passer une loi contre les pensées réactionnaires interdisant formellement la consommation et l'accès à n'importe quel contenu étranger. Si l'accès à Internet reste super rare en Corée du Nord et réservé à une élite, il n'empêche que de plus en plus de citoyens possèdent des appareils munis de ports USB. Malgré les restrictions et la menace de lourdes sanctions, ça permet que de plus en plus de personnes accèdent à des informations et des médias en dehors de ceux contrôlés par l'État et autorisés par le gouvernement. La radio et les DVD sont des moyens de communication courants, de même que la télévision dans les zones frontalières. Certains habitants tentent de contourner la loi en captant des émissions de télévision en provenance de Corée du Sud ou de Chine, étant donné que la région autour de la zone coréenne démilitarisée ne parvient pas à bloquer complètement les signaux en provenance de la Corée du Sud. Ce sont des contenus accessibles via des télévisions piratées. De même, les habitants vivant près de la frontière avec la Chine peuvent capter le réseau et regarder la télévision sud-coréenne diffusée par des antennes chinoises. C'est comme ça que certains ont pu avoir accès à des séries sud-coréennes sorties récemment comme Squid Game et Itaewon Class. Et il y a toute une organisation. Des Nord-Coréens mettent parfois tout en œuvre pour réussir à regarder des copies illégales de films hollywoodiens, genre Titanic par exemple, en recouvrant les fenêtres de leurs appartes avec des couvertures et en se rapprochant de la télé pour vite l'éteindre si besoin. Quand tu vois que depuis début 2023, un gosse peut prendre 5 ans de prison s'il a regardé un contenu étranger, on comprend la précaution. En 2016, la Human Rights Foundation a lancé le projet FDFF, Flash Drives for Freedom, avec pour but de lutter contre la censure dictatoriale du maréchal Kim Jong-un en Corée du Nord
à l'aide de clés USB remplies de livres numériques et autres médias normalement censurés dans le pays. L'objectif de FDFF est de sensibiliser les gens à faire don de leurs clés USB non utilisées qui sont ensuite vidées de leur contenu et remplies de médias culturels de contrebande. En Corée du Nord, où les clés USB sont encore largement utilisées, ces contenus offrent un aperçu du monde extérieur visant à déconstruire l'idéologie et les illusions sur lesquelles le régime s'appuie pour maintenir son contrôle sur la population. Une idéologie qui inculque à ses citoyens que le monde extérieur est pauvre, dangereux, hostile et inférieur à la Corée du Nord. La campagne a très vite gagné en ampleur et compte plus de 133 000 supports échangés, plus d'1 million de Nord-Coréens atteints et 2,5 millions d'heures de contenu introduits illégalement dans le pays, tout ça grâce à un réseau de points de collecte dans le monde entier. Ces dernières années, un petit groupe de hackers nord-coréens est parvenu à contourner les barrières technologiques de leur téléphone imposées par le gouvernement afin de restreindre l'accès à l'information de sa population et ainsi accéder à des médias étrangers et télécharger des fichiers illégaux. On observe de plus en plus une vraie volonté de certains citoyens de reprendre le contrôle de l'utilisation de leur téléphone et de l'accès à l'information. Ces hackers ont réussi à devenir administrateurs sur leur smartphone en connectant l'appareil à un ordinateur via un câble USB. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre, ils ont riposté avec un tout nouveau téléphone, le Pyongyang 2425, qui ne peut tout simplement plus être connecté de cette façon à un ordi pour accéder à son système de fichiers. En plus de ça, le pays a mis en place une peine de 3 mois dans un camp de travail pour toute personne en possession d'un téléphone contenant un programme de manipulation de téléphone. En Corée du Nord, celles et ceux qui souhaitent s'informer et sortir de leur prison intellectuelle prennent des risques énormes et leurs actes sont considérés comme étant des actes de résistance. Avec les médias et le contrôle de sa population, le gouvernement sait tout. Et heureusement, certains réussissent à fuir le pays et à mettre en place des choses pour aider leurs compatriotes qui n'auraient pas eu la même chance qu'eux. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo sur la censure des médias nord-coréens et que vous en voulez une autre, allez voir celle-ci sur l'histoire du jeu vidéo secret qui aurait été un projet développé par la CIA.